Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Dès ce soir, nous vous proposons une série d'entretiens enregistrés à Stockholm, en Suède, à l'occasion des 4e journées européennes du développement. Un événement qui s'est tenu donc dans la capitale suédoise du 22 au 24 octobre dernier. L'Afrique doit-elle en finir avec l'aide publique au développement? La question mérite d'être posée au moment où la crise économique pousse certains pays riches à revoir à la baisse les montants de cette aide en direction des pays en voie de développement et donc notamment en direction de l'Afrique. L'Union européenne, premier donateur mondial d'aide publique au développement, est au cœur de cette problématique. Nous en avons parlé avec Stefano Manservisi, le patron de la Direction générale du développement de la Commission de l'Union européenne. Voici cet entretien. Monsieur Manservisi, bonjour. Merci d'accepter de répondre aux questions de Vox Africa. Nous sommes donc ici à Stockholm, à l'occasion de la 4e édition des European Development Days. Vous êtes donc le directeur général de la Direction générale du développement, de l'aide au développement et aussi des relations avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique au sein de la Commission européenne. Alors dites-nous, c'est quoi les EDF Days, comme on dit? Les journées de développement, c'est une idée qui nous est venue il y a quelques ans, qui a comme objectif celui de parler avec les pays en développement des sujets communs, des challenges qu'on a ensemble, du point de vue européen. C'est-à-dire, ça s'appelle Journée européenne parce que ce qu'on veut faire, c'est de regarder tout ça du point de vue européen, c'est-à-dire du point de vue de notre expérience, de nos valeurs, des leçons que nous pouvons tirer de l'intégration européenne, qui au fond est une forme de globalisation régionale régulée, où on a trouvé un beau mix, je pense, de libre marché et de solidarité. Donc à partir de ces valeurs, on a établi notre politique de développement et on a dit, bon, dans le monde, il y a plein de moments, il y a les journées de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, des Nations unies, où on parle du développement, mais il manquait un moment où il y avait une plateforme européenne pour se confronter, pour discuter. Ça, c'est l'origine des Development Days. Et n'oublions pas que l'Europe, en tant qu'institution, en tant qu'union, est quand même un des plus gros pourvoyeurs d'aide au développement au monde. Vous pouvez donner les chiffres? Où se situe l'Europe par rapport aux autres ensembles? Certainement. Je n'ai pas voulu commencer avec les chiffres, parce que je préfère commencer avec les valeurs et les défis communs. Mais effectivement, l'Union européenne représente 60% de l'aide publique au développement, ce qui veut dire qu'en 2008, on a dépensé 49 milliards d'euros en aide publique au développement et qu'on est engagé à augmenter notre part de l'aide publique au développement jusqu'à 0,7% en 2015. Ce qui sont les objectifs justement fixés. Et vous pensez que l'Europe va y parvenir? Je crois que le rôle de la Commission européenne est de tout faire pour que l'Europe y arrive. Surtout parce qu'après la crise, au cours de la crise, il y a une pensée étrange selon laquelle il faut d'abord penser à soi-même et ensuite penser aux autres. Alors les défis globaux, prenons le changement climatique et la nature globale de marché, nous montrent que ça serait une attitude totalement fallacieuse. Les paquets de soutien à l'économie en Europe doivent servir aussi à laisser non seulement l'Europe ouverte, mais à investir un peu plus dans les pays en développement. Et l'aide publique au développement et plus en général les investissements dans les pays en développement font partie de la solution à cette crise. Donc cette dichotomie, d'abord nous et ensuite les autres, c'est totalement erroné. Ce n'est pas d'ailleurs une question de générosité, oui. C'est une question vraiment d'intérêt. Investir dans le développement, c'est investir dans notre propre futur. Ça c'est intéressant ce que vous dites là, parce que je viens de voir par exemple les premiers résultats comme ça d'un rapport, d'un baromètre, d'un sondage donc, qui va être dévoilé au cours de ces journées européennes du développement, où on dit qu'environ 72% de la population européenne soutient le développement et notamment 40% pensent que ce développement est utile pour des intérêts propres, c'est-à-dire effectivement le commerce, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration clandestine. Ça veut dire qu'avant tout, l'opinion publique européenne veut aider, notamment l'Afrique, pour ses intérêts propres et non pas simplement par altruisme. Mais je crois qu'il y a d'abord dans cet eurobaromètre un certain nombre de choses intéressantes. Première chose, c'est la demande de quel est le facteur le plus éclatant du développement aujourd'hui, c'est la pauvreté, c'est la faim. Deuxième, à la question, vous connaissez les MDG, la réponse est non. Non, voilà. Ce qui veut dire déjà que les concepts forts parlent plus que les constructions. Mais exactement. Troisième chose, vous pensez qu'il y a un intérêt à ce que l'Europe soit engagée? La réponse est oui. 70% dit que c'est l'Europe qui doit répondre. Donc il y a la perception.
Quatrième question, quelles sont les raisons pour lesquelles, comme vous dites, il y a la sécurité, donc, alors je crois qu'il faut savoir le lire. Ça. Oui. Je crois que certains peuvent lire ça dans un sens de lier des intérêts de court terme avec le développement. C'est peut-être vrai, mais ce que je vois surtout, c'est au fait la perception par les citoyens européens que précisément il ne s'agit pas de la charité, il s'agit d'un rapport de partenariat où nous sommes tous sur le même bateau. Et donc afficher en même temps la volonté de lutter contre la pauvreté, de le faire au niveau européen et de souligner qu'il y a des intérêts, des risques communs comme la paix, la sécurité, le terrorisme, c'est une manière de préparer une nouvelle pensée, une nouvelle action dans le développement. Donc il y a certainement des choses à discuter. Mais je crois qu'il y a des éléments très positifs. Alors, parlons justement, vous parliez de l'objectif de 0,7% du produit intérieur brut. Seuls, je pense, les pays scandinaves, tels que la Suède, ils sont parvenus ou tendent vers cet objectif. Mais le reste, les pays de l'Europe centrale, enfin ceux de l'Europe du Sud, n'y sont pas encore. Vous pensez franchement que 2015, l'objectif sera atteint ? Je crois que c'est un parcours qu'il faut préparer et pour lequel nous sommes engagés. Rien n'est donné comme acquis. Je crois que, objectivement, la crise économique a mis à mal les finances publiques d'un certain nombre de pays. Donc, il ne serait pas, je dirais, surprenant qu'il y ait un moment de ralentissement. Ça c'est concevable. Mais nous faisons tout pour que ceci ne se fasse pas, au moins dans la période. Cela dit, je voulais justement souligner le fait qu'il y a des cas bien précis où on montre bien, même à la lumière des résultats de l'Eurobaromètre, que ces mélanges d'intérêts, de compréhension, de global et de local trouvent aussi un débouché positif. Prenez le cas de l'Espagne. L'Espagne était un pays qui était relativement bas dans l'aide publique au développement et qui était parmi les pays même frappé par la crise, qui a continué à investir et qui entend continuer à investir, notamment en Afrique de l'Ouest où elle a souffert beaucoup de la pression migratoire illégale. Je crois que c'est un bon exemple. C'est un bon exemple d'un pays qui a bien compris qu'il faut, pour investir dans sa propre sécurité, il faut aussi aider les autres à avoir espoir dans le futur. Puisque la migration illégale, on ne l'arrête pas avec des mesures coercitives. On intervient d'abord en faisant du développement chez les pays, en ouvrant un dialogue et en augmentant l'aide publique. Donc, il y a des exemples qui sont négatifs, mais il y a aussi l'exemple espagnol qui est tout à fait positif. Donc, c'est sur ça, sur lesquels on va travailler. Alors justement, dans quelques mots pour nos téléspectateurs, notamment ceux d'Afrique, pour comprendre comment se fait l'articulation de l'aide au développement au niveau donc, de votre travail, au niveau de la Commission, parce qu'on a plus souvent l'habitude que ce sont les pays, vous avez les pays anciennement colons, par exemple comme la France, le Royaume-Uni, qui eux ont une politique très volontaire en Afrique, mais on oublie souvent que notamment l'Europe, en tant qu'institution, se substitue de plus en plus à la politique nationale et notamment les pays européens essayent d'articuler à la fois les actions nationales et les actions au niveau de l'Union européenne. Alors comment tout cela se répartit au niveau de l'aide au développement ? En termes de budget notamment. D'abord, rien que pour les pays ACP, le budget européen sur 5 ans est de 22 milliards d'euros. Donc si vous voulez, un paquet relativement important. Deuxièmement, ce n'est pas que la Commission et l'Europe se substituent aux États membres, mais la Commission a mené une politique de fédérer de plus en plus ce que l'Europe fait. C'est l'agenda de l'efficacité de l'aide. On fait mieux ensemble ce qu'on ne doit pas faire tout seul, c'est ça. C'est-à-dire un des grands problèmes qui existent au niveau mondial est celui de la fragmentation. Chacun fait un peu tout et chacun fait et marche un peu sur les autres. Le résultat sont des centaines de missions dans les mêmes pays avec des administrations qui travaillent plus pour les donateurs que pour les autres. Comme nous on représente tous ensemble 60% de l'aide publique, soit on est parti de la solution, soit on est parti du problème. Et la Commission travaille pour faire en sorte que l'aide des pays membres soit complémentaire à celle de l'Europe, qu'on travaille de manière coordonnée. C'est l'agenda de la division du travail, c'est l'agenda de la programmation commune, c'est l'agenda qui met fin à la fragmentation. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'il y a des secteurs dans lesquels, en fait, les États membres ont tout intérêt à travailler via l'Europe et le faire encore plus. Ce sont des secteurs à haute consommation et intensité, si vous voulez, de capital, comme les infrastructures. La Commission, avec la Banque mondiale et la Banque africaine, fait le 80% des infrastructures en Afrique. Il ferait beaucoup plus sens que les États membres participent au Trust Fund européen pour les infrastructures plutôt qu'ils fassent tout ça. Deuxième chose, la Commission est partout, dans tous les pays fragiles. Pour nous, il n'y a pas d'orphelins. Ils sont partout. Alors je pense que là aussi, nous pouvons, disons, fédérer encore plus la participation des États membres pour faire en sorte que dans les situations de crise, par exemple la Somalie, l'Afrique de l'Ouest, on puisse travailler ensemble.
Troisième chose, l'Europe est la seule qui travaille avec les régions, avec la CEDEAO, avec l'UEMOA par exemple en Afrique occidentale, avec la SADC. Et avec l'Union africaine aussi. Et avec l'Union africaine. Exactement. Donc nous sommes ceux qui, structurellement, nous portons dans nous une sorte de DNA de coopération régionale. Et je crois que tout le monde peut facilement comprendre qu'une partie de la réponse à la crise, c'est dans l'intégration régionale en Afrique, que même les Africains doivent apprendre à faire plus ensemble et que nous sommes là avec des moyens financiers. Je voudrais aussi rappeler que dans la masse financière dont j'ai parlé, il y a presque 5 milliards d'euros qui vont en coopération régionale pour soutenir l'intégration régionale. Et donc là aussi, nous avons une valeur ajoutée qui est évidente. Il y a d'autres secteurs, mais je voulais ça le souligner parce que là, ça fait effet masse, ça fait nos rares. Alors un mot peut-être, je sais que c'est un rapport très important, on ne peut pas le résumer en quelques phrases, mais comme on en parlera par ailleurs, puisqu'on est ici au cours de ces journées européennes du développement, ce fameux rapport qui vient de sortir, le premier sur justement la politique d'aide au développement de l'Union européenne, il va sortir. Alors on parle d'une certaine fragilité justement pour l'année 2009-2010, quelles sont les perspectives? Ce premier rapport est sur comment on peut intervenir dans les situations de fragilité. Et là, c'est un domaine qui est particulièrement important parce que les pays fragiles sont en même temps ceux qui sont le plus à risque de ne pas obtenir aucun résultat dans la lutte contre la pauvreté. Deuxièmement, sont les pays dans lesquels l'instabilité peut devenir un foyer d'instabilité régionale ou sous-régionale. Troisièmement, parce que là, on a besoin de toute la palette des instruments, que ce soit la politique pure, que ce soit le commerce, que ce soit l'humanitaire, que ce soit l'aide au développement. Et c'est là donc un segment dans lequel, comme Commission européenne, nous avons travaillé et nous avons mis sur la table des propositions tout à fait concrètes pour lier, par exemple, sécurité et développement, pour lier humanitaire et développement, pour investir sur la capacité des États d'être en mesure de répondre aux fonctions régaliennes, la défense, mais aussi les services pour les citoyens. Donc là, si vous voulez, c'est un domaine dans lequel nous pensons qu'on a une valeur ajoutée européenne spécifique et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème comme le premier. Je voudrais ajouter aussi que quand on parle de pays fragiles, on pense à des pays, disons, relativement marginaux ou qui sont marginaux. Et je crois que la crise économique et les changements climatiques nous montrent que tout pays est en situation de fragilité potentielle. Donc nous devons être équipés par, je dirais, un toolbox de concepts et d'actions qui puissent nous permettre d'agir là-dessus. Et là, encore une fois, c'est un rapport du point de vue européen. Alors, on va essayer d'expliquer ce qu'on fait. Vous venez de citer justement l'enjeu du changement climatique, enjeu majeur. Nous sommes à moins de 50 jours de la grande réunion de Copenhague. Et pourtant, ça traîne encore, par exemple, au niveau de savoir les Européens, mais aussi les autres grands pays, combien ils vont mettre justement pour aider les pays les moins développés à suivre le rythme, à rentrer dans le train du défi climatique. Pourquoi ça traîne? Vous n'arrivez pas à vous décider? D'une part, il est normal, dans les grandes négociations, personne ne révèle toutes les cartes très loin, donc il y a une accélération qui va se faire dans les prochaines semaines qui est claire. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de tactiques aussi. Mais d'autre part, pour ce qui concerne l'Europe, je dois dire en vérité que s'il y a eu un acteur global qui pèse, et sur le point de vue économique, et sur le point de vue, si vous voulez, des émissions, c'est l'Europe qui en premier a mis sur la table une offre bien précise de comment arriver à maîtriser les émissions, à les réduire à l'horizon 2020. Nous avons unilatéralement pris un engagement de le réduire de 20%, et même plus, si d'autres font de même. Et deuxièmement, nous avons été les premiers aussi à mettre sur la table un chiffre, les 100 milliards qui seront nécessaires en 2020 avec tout ce qui commencerait à partir de l'année prochaine, et dire voilà, mettons-nous autour de la table pour définir combien chacun peut prendre. Et nous avons indiqué votre agenda, vos contributions. Nous avons été les premiers. Maintenant, je crois qu'il est temps que les autres puissances économiques et pollueuses mettent sur la table leurs idées. Les États-Unis, certainement, le Japon a commencé un peu, la Chine manque encore à l'appel, l'Inde, le Brésil, je crois que les émergents font partie du grand deal. Donc, moi j'espère que ce que l'Europe a fait de manière unilatérale, très volontariste, puisse servir à d'autres pour sortir très rapidement. Le problème n'est pas une négociation avec, si vous voulez, des escamotages. Non. Là, on est confronté à un problème de survie. Vous avez peut-être remarqué dans ces journées de développement un rôle central occupé par les îles du Pacifique, qui sont mes partenaires dans le Pacifique Sud.
Vanuatu, la Micronésie, Kiribati. Moi, je connais ces pays. J'étais en Australie encore en début de l'été pour discuter avec eux de tout ça. Ce sont des pays qui sombrent sous l'eau. Donc là, c'est de la réalité, en fait, c'est du palpable. Ce n'est pas un rapport, ce n'est pas des chiffres. Il suffit d'aller voir. Il y a déjà des gens qui changent de lieu, il y a des infrastructures qui sombrent. Là, il faudrait aller voir pour comprendre comment ça c'est réel. Et d'ailleurs, on le comprend en Afrique, parce que les sécheresses... La désertification, exactement. Les alluvions, par contre, Et vous comprenez la position de l'Afrique qui dit, nous, on n'est pas responsable de ça, donc on ne doit pas être les premiers payeurs. On veut bien faire un effort, mais l'effort doit être par ceux qui sont responsables de ça, c'est-à-dire les pays industrialisés. On la comprend parfaitement et on le dit. On dit que les responsabilités sont communes mais sont différenciées. Et on ne demande rien aux pays les moins avancés, qui sont la grande majorité en Afrique. On les encourage et on les aide à préparer quand même des plans pour s'orienter de manière progressive vers ce qui est une croissance verte. Mais nous savons qu'eux, ils ne sont pas responsables, eux, ils doivent être aidés. On ne peut pas demander des contributions. Oui, juste pour donner un chiffre, dans le monde développé, chaque habitant émet 12 tonnes métriques de CO2 par an. Dans les pays les plus pauvres, c'est 0,8. Voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais quand on parle des pays en développement, parce que là aussi, toujours un peu la tendance à faire un mélange. Mettons d'un côté les pays les plus pauvres, les pays africains dans leur grande majorité, mettons dans un autre contexte les nouveaux... La Chine et l'Inde. Ils ont aussi une partie de la responsabilité et que sans affecter leur potentiel et réalité de développement, doivent être mises à contribution. Et là, on attend quelques chiffres. Alors, une ou deux dernières petites questions concernant justement le développement. Donc, en tant que concept, en tant que philosophie, on est aux Journées européennes du développppement. Je ne sais pas si vous avez lu, mais certainement le livre de Dambisa Moyo, un livre qui a beaucoup parlé de lui, pour dire que le développement, c'est une idée, je veux dire, non pas une idée fausse, mais une idée qui ne marche pas. On était récemment à Washington, où on a vu la grande réunion, donc le Corporate Council en Africa, où les Américains ont remis devant ce slogan que Clinton avait dit à l'époque, trade but not aid, faisons du commerce et pas de l'aide. Donc de ce point de vue-là, on se dit, c'est vrai que l'Europe reste arc-boutée sur cette philosophie du développement. Vous parliez de la pauvreté comme véritable focus de cette aide. Mais pour réduire la pauvreté, vaut-il pas mieux créer de la richesse, donc mettre tout le paquet sur plutôt la création de richesse, l'entrepreneuriat, le commerce par rapport à l'Afrique, plutôt que de s'arranger tout le temps, et on rentre dans ce que certains appellent une philosophie ONGiste, c'est-à-dire on entretient, on soigne, on fait de l'humanitaire, on fait des beaux concerts et tout le reste, mais ça ne crée pas de la richesse en Afrique, alors que l'Afrique est un potentiel, la preuve, les Chinois y vont maintenant de façon massive, l'Europe se fait même concurrencer par la Chine sur certains marchés en Afrique. Alors pourquoi vous ne voulez pas changer d'idéologie et changer d'orientation? En premier lieu, le débat est réel, les problèmes sont réels. Je crois que de temps en temps, ça tourne un peu en caricature. Premièrement, l'Europe, je dirais, est la première à avoir innové et à reconnaître qu'il faut changer de manière de faire. Je voudrais tout simplement vous rappeler que dans nos activités de la Commission européenne en Afrique, je fais 50% d'aide budgétaire. Donc ça veut dire qu'on donne les moyens aux pays pour réaliser leurs ambitions. Deuxièmement, on investit une grande partie dans les infrastructures. Et on investi une bonne partie aussi sur la bonne gouvernance, c'est-à-dire aider les pays à être attractifs pour les investissements. Donc, ce n'est pas l'Europe qui est en première ligne de cette critique, mais je crois que nous sommes tous de cette critique. Parce que cette critique, en réalité, révèle un problème qui est bien connu, qui est vrai, que la politique a du mal de temps en temps à affronter, c'est de bien comprendre que l'aide doit être un levier. Ce n'est pas... Exactement, elle doit être ciblée dans le temps. Voilà, quelque chose qui amène à autre chose, qui donne le palier à l'autonomie, non seulement l'autosuffisance, et puis aussi à la création de richesses. Exactement. Et la Commission européenne, je dois dire, a fait déjà des propositions pour faire en sorte d'avoir l'aide au développement, donc ce qu'on appelle l'ODA, pour que ce soit un levier pour mobiliser les investissements privés, les transferts de technologie, les mouvements qui servent à la capacité des États de pouvoir offrir des services aux citoyens. Alors, moi, je me sens partie de ce débat que je trouve très important, je me sens très engagé pour trouver des solutions. Mais attention à une chose, attention à ne pas tomber dans le phénomène inverse, que toute aide publique au développement devient inutile. Parce que s'il y a une chose qui est prévisible aujourd'hui, c'est l'aide publique au développement. Et je voudrais rappeler que les investissements ne se décrètent pas par loi. Si les investissements n'interviennent pas en Afrique, c'est parce que l'Afrique n'est pas attrayante.
Mais elle est attrayante. Les Chinois y vont, les Indiens y vont, tout le monde y va. Je m'excuse, ça c'est faux. Il n'y a pas les conditions de bonne gouvernance. Oui. C'est la raison pour laquelle nous investissons avec les pays pour faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité juridique. Il n'y a pas d'entreprises privées chinoises. Ce sont des entreprises publiques qui ne peuvent pas faire faillite, qui viennent avec des capitaux surabondants. C'est tout autre chose. Quelque chose. Donc, votre point de vue, c'est qu'actuellement, l'Afrique n'est pas un terrain propice pour le business privé, la PME. Si, dans la situation actuelle, les investissements privés en Afrique se font essentiellement dans l'exploitation des ressources primaires, agricoles ou minières, il y aura bien une raison. C'est que le secteur privé ne voit pas encore un attrait, malgré le coût du travail, malgré les capacités, malgré les potentialités énormes. Donc il faut intervenir pour faire en sorte, puisque chez nous, dans une économie de marché, le secteur privé intervient s'il a intérêt à le faire. Donc, on ne le décrète pas. Non, exactement. En Chine, on le décrète encore un peu, si vous voulez. Mais chez nous, on ne le décrète pas. Il faut travailler pour que le secteur privé soit intéressé à venir. C'est là où l'aide publique doit aider en partenariat avec les pays, parce que c'est le partenariat, c'est pas la danse. C'est la responsabilité des pays, justement, d'où la bonne gouvernance. Les aider sans interférer. Ça, on doit prendre aussi les Chinois, sans faire de la morale, sans faire des leçons. Sans conditionner. Sans conditionner. Et les aider à devenir attrayants pour des investissements. Il faut de la meilleure gouvernance, il faut de la sécurité juridique, il faut de la protection pour la propriété intellectuelle, il faut des infrastructures, il faut des marchés. Ce sont les secteurs là où on intervient. Créer des infrastructures, aider à intégrer les marchés régionaux, faire en sorte que l'État donne plus de garanties aux investisseurs et on devrait être en mesure d'avoir un pacte avec les privés, avec les secteurs privés européens par exemple, pour qu'ils soient partie prenante. Parce qu'il y a un peu de volontarisme là aussi. Ah oui, de décider de faire quelque chose en Afrique ou qu'ailleurs demande un peu de volontarisme. Et je crois que pas mal du secteur privé est intéressé à le faire. Dans le secteur transport, par exemple, j'ai fait une conférence sur le secteur ferroviaire. Ils sont intéressés. Mais ils disent, mais quelles sont les conditions pour que je puisse mettre sur pied une concession qui soit rentable? Quels sont les interlocuteurs avec lesquels je travaille? Nous, on doit travailler pour ça et utiliser l'aide publique au développement pour réussir plus sur ça. Et aussi aider les entrepreneurs africains. Parce que l'idée, c'est pas simplement que la grosse entreprise européenne qui a plus de moyens, qui a plus de support logistique et je veux dire et financier, vienne s'imposer sur un marché africain. Il faut aider les entrepreneurs africains à émerger. Bien sûr, là, on doit aider aussi, mais il y a aussi des ressources en Afrique qui pourraient être utilisées mieux pour aider les bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est là où on peut travailler ensemble. Mais, donc de ce débat-là, je veux dire, si on peut dire caricaturalement, la philosophie américaine et la philosophie européenne qui est plus aide et américains disent plus trade, pour vous c'est un faux débat? Non, surtout parce que ce n'est pas vrai que c'est la philosophie américaine. S'il y a un pays qui ne fait pas de la philosophie de ce type-là, c'est les États-Unis. Sous l'administration Bush, faisait de l'aide humanitaire in kind, c'est-à-dire qu'il donnait les produits américains. Deuxièmement, il donnait des vaccins, il faisait des interventions ciblées. Donc non, ça c'est... Sous l'administration Bush, je m'excuse, cette philosophie américaine était une manière pour éviter d'être partie d'un débat international. Le grand changement dans l'administration Obama, que je salue fortement, c'est par contre d'accepter ce type de discussion, de vouloir être partie prenante et protagoniste dans le multilatéralisme, c'est fondamental, de faire ensemble et de faire ensemble ce qui est la bonne chose en partenariat avec les pays en développement. Donc la nouvelle administration américaine, je crois, représente un tournant fondamental qui peut permettre de faire ça. Celle d'avant, que je respecte parce qu'elle avait augmenté fortement l'aide publique au développement, c'était pas un investissement. C'était pas un investissement. Elle était partie du problème, comme l'Europe et comme d'autres. Merci beaucoup, M. Mangiarvici. Merci. Voilà, c'est la fin de Focus. Merci pour votre attention et votre fidélité à Vox Africa. N'oubliez pas, vous pouvez revoir cet entretien sur Internet à l'adresse suivante, www.voxafrica.com. Excellente suite de programmes sur votre chaîne préférée. À bientôt, au revoir.